Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo auquel je pense depuis pas mal de temps, mais à chaque fois je me dis est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que c'est une vidéo que vous allez aimer dans son entièreté? Puisqu'aujourd'hui on va lire les critiques négatives de mes livres préférés. Par livre préféré, j'ai sélectionné 4 livres que j'aime beaucoup. Voilà, de prendre des livres qui sont un peu plus récents, que j'ai pu vous montrer sur la chaîne. Les 4 livres auxquels nous allons nous intéresser, le premier livre c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. Je voulais prendre un livre de Ali Hazelwood, au début je me suis dit Love Hypothesis, mais en pensant à ce concept, à chaque fois je crois que les gens prennent Love Hypothesis. J'adore Love on the Brain, j'ai beaucoup aimé le personnage notamment de Levi, je pense que c'est le meilleur personnage masculin que Ali Hazelwood a fait. Et encore que c'est discutable puisque je viens de lire Check and Mate et Sean il est quand même pas mal aussi. Mais enfin bref, donc je me suis dit je vais prendre Love on the Brain. Le deuxième livre que je vais sélectionner avec vous c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Varey, qui est juste une pépite. Marie Varey, je l'ai découvert cette année avec ce livre qui est plutôt du young adulte contemporain, mais elle écrit surtout du adulte. Et il faut savoir que Le syndrome du spaghetti ça a été un énorme coup de cœur. C'est mon livre préféré de l'année 2024 et je veux voir comment on ne peut pas aimer ce livre. Je pense que la critique va être tournée autour du fait que comme elle écrit beaucoup de l'adulte, ça doit être des personnes qui ont l'habitude de lire ses écrits et qui sont un peu en décalage avec le genre du young adulte. Je pense que c'est ça les critiques parce que sinon je vois vraiment pas. Le troisième livre de cette catégorie c'est ce que j'appelle ma romance préférée, que je vous parle souvent parce qu'elle a été adaptée en manga, donc c'est Fangirl. D'ailleurs j'ai lu le tout dernier manga sorti, il y a des thématiques qui sont importantes et intéressantes et ce livre pour moi il case toutes les cases de ce que j'aime. Et je pense que la critique première qu'on peut faire de ce livre c'est que c'est trop tranquille. Que c'est lent ou ce genre de choses, mais je trouve pas parce que la plume de Rimbaud Rowell elle est incroyable, elle va parler d'écriture, tout est bien écrit, construit, j'ai adoré. Et le dernier livre dont je vais vous parler ici, ça va être La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et en cherchant un petit peu des avis, parce que je les ai pas encore lus, mais j'ai sélectionné juste des avis pour aller un petit peu plus vite dans cette vidéo et pour m'aider au montage, je me suis rendu compte qu'il y avait un seul avis négatif sur Babelio. Enfin, pas un seul avis négatif, mais un seul avis à 1 étoile. Donc voilà, on fera que avec cet avis négatif. Mais c'était drôle de se dire que les autres livres, par exemple, ils ont plus d'avis négatifs, mais pas celui-là. Donc peut-être que celui-là est plus haut dans l'estime. Mais en tout cas, voilà, une petite pépite aussi, je trouve. Hyper mignon et en même temps, sujet sombre. Je crois que c'est ça qui marche souvent avec moi. Donc c'est parti! Donc en tout premier pour Love on the Brain, pour vous situer un peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu, c'est une romance adulte qui est écrite par une autrice qui aime bien et qui a écrit plusieurs tomes autour des sciences. Et là on est avec une jeune fille qui a été engagée par la NASA pour accomplir des études scientifiques. Elle est neuroscientifique il me semble. Et elle va se retrouver face à face à Levi. Levi qui est le mec qui à l'université a dit sur elle que globalement il la trouvait pas très jolie. Enfin il l'a pas tournée comme ça, mais c'est comme ça que les rumeurs se sont propagées et que tout le monde a dit que Levi trouvait que Brie était pas belle. Donc on va voir qu'est-ce que pensent les gens de cette petite romance qui pour moi était juste incroyable. Alors au niveau du soleil j'ai pas été gâtée hein, parce que depuis tout à l'heure j'essaie de fuir le soleil tout en ayant un petit peu de luminosité. Donc de temps en temps il y a mon front qui est éclairé, c'est incroyable. Pour Love on the Brain, j'ai un premier avis. Alors ce qui est bien sûr que sur Babelio, tu peux mettre moins d'1 étoile, tu peux mettre 0,5 étoiles. Là on va commencer par un avis à 1 étoile, on va pas se faire trop mal et encore que. Ok, alors c'est parti. Le véritable méchant c'est l'amour, un isotope instable, constamment soumis à une désintégration nucléaire spontanée. Ça c'est une petite citation de... Je sais pas, ça doit être une citation du livre du coup. Je m'en souviens pas très bien, mais voilà, c'est comme ça que la vie commence, avec une petite citation, ok. Je dois être un peu maso pour emprunter un deuxième livre d'Ali Hazelwood alors que le premier ne m'avait pas plu. Oui, potentiellement oui, surtout que les livres d'Ali Hazelwood se ressemblent tous, donc un peu maso, oui on peut le dire. Les premières pages sont prometteuses, Bi. Ah, je l'ai appelée Brie, mais elle s'appelle Bi, ok. Bi est une spécialiste des neurosciences aux cheveux violets, fan de Marie Curie.
Jusque là, oui. Elle vient de se voir confier la co-responsabilité d'un projet par la NASA et la patatras. D'accord, je pense que la personne n'avait plus idée de qui. Effectivement, elle n'est pas directement embauchée par la NASA, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle est dans une entreprise et l'entreprise va faire un partenariat avec la NASA et du coup elle va être engagée plus ou moins par la NASA, bref. Elle va devoir travailler avec un garçon brillant et taciturne avec qui elle a fait une partie de ses études et qui selon elle la déteste. Toute ressemblance avec un roman précédemment n'est pas du tout forte. En même temps, j'ai risqué aussi en prenant Love and Brain. Il faut savoir que la plus grande critique de Love and Brain, c'est que ça ressemblait trop à Love Hypothesis. Et sur ce, je suis un petit peu d'accord sur les personnages en tant que tels, mais je trouve que sur la trame de l'histoire, j'ai pas retrouvé la même dynamisme que Love Hypothesis. Love Hypothesis, on est sur un vrai fake dating un peu classique, alors que dans Love and the Brain, on est sur un enemies to lovers, ce qui est pas vraiment enemies parce que voilà, on sent que lui il la déteste pas alors qu'elle pense qu'il la déteste, mais sur des quiproquos et de la gêne, mais trop cool. Et voilà, donc moi j'ai pas trouvé tant que ça, mais je sais que c'est une critique qui revient souvent. J'ai persévéré pour encore quelques chapitres, puis je me suis arrêtée car la sensation de déjà-lu était trop forte. Par acquis de conscience, j'ai parcouru en diagonale les derniers chapitres et bingo, j'avais dominé tous les événements importants de l'histoire. Donc deuxième et dernier livre d'Ali Hazelwood pour moi. Comment dire? Alors déjà, je pense qu'il y a une critique, mais les gens qui lisent de la romance, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'histoire, c'est un petit peu le plus de la romance. Tu sais que ils vont finir ensemble déjà parce que c'est une romance, tu sais certains trucs, enfin moi j'aime savoir en fait ce qui va se passer avant et pour moi c'est pas quelque chose qui peut être négatif. Alors oui bien sûr quand il y a tout un mystère et que c'est un peu trop pris au sérieux dans le sens où t'as l'impression que l'autrice avait la sensation que c'était vraiment une intrigue de malade et toi t'as découvert depuis le début, tu peux être un peu déçu, je comprends. Mais en romance, savoir ce qui va se passer, c'est le b.a-ba pour moi. Alors oui, il y a toujours des choses que tu ne sauras pas, que tu ne connais pas, que tu vas pas voir et tout, mais moi personnellement, quand je lis de la romance, il y a des scènes ou des parties de l'histoire que j'attends, que je me suis imaginée dans ma tête et que je veux retrouver. Et je crois qu'il y avait une critique, enfin pas une critique, mais un chercheur qui avait parlé de la romance, voilà, je me souviens plus exactement qui, et qui avait parlé justement de ce fait-là que les auteurs de romance, ce qu'ils aimaient aussi, c'était la tranquillité du scénario et le fait d'être conforté dans ce que tu t'étais imaginé. Donc jusque-là, je pense que c'est une petite critique qui est vraie, hein, mais effectivement, la personne n'avait pas besoin de lire un deuxième livre d'Ali Hazelwood pour s'en rendre compte. Et là, j'ai un avis à 0.5, donc là, on va voir ce que ça donne. Lu en anglais, mais aurait dû m'abstenir. Ok. Je voudrais pouvoir écrire une seule critique pour tous les romans d'Ali Hazelwood. C'est quand même très piteux. Et on est encore sur une personne qui n'aime pas les livres d'Ali Hazelwood, mais qui les a tous lus quand même. C'est absolument tout le temps la même chose. Alors, oui et non. Alors moi j'ai lu Love and the Brain, Love Hypothesis, Bride et le dernier livre que j'ai lu c'est Check and Mate. Et effectivement les deux premiers ont une ressemblance assez forte et effectivement dans tous les livres d'Ali Hazelwood les personnages masculins sont à peu près les mêmes. Après quand tu aimes j'ai envie de te dire pourquoi pas continuer. Donc jusque là je suis d'accord. Par contre l'intrigue peut être très différente. Dans Bride par exemple on va parler d'une relation entre un loup-garou et une vampire. On est très loin de l'environnement on va dire scientifique qu'on a dans Love Hypothesis et Love and the Brain. Dans Check and Mate on est dans l'univers des échecs et pour le coup celui-là je l'ai trouvé énormément différent des autres. Peut-être que je suis pas partiale parce que j'ai aimé mais c'est un peu le but de se confronter aux avis négatifs. Je pense même que l'on peut ressortir des phrases entières identiques dans chaque bouquin. Genre qu'il avait des beaux bras musclés, genre qu'il avait pas de capote, mais c'est pas grave parce qu'elle est sous pilule. Bon ça c'est dans beaucoup de romances. C'est vrai il y a beaucoup de romances qui partent de ce principe et même moi je me suis des fois fait la réflexion de on peut innover quand même cette partie de la scène olé olé. Pour les beaux bras musclés aussi, hein, c'est les romances, malheureusement c'est un facteur de romance qui revient énormément, le fait d'idéaliser un petit peu le corps masculin. Moi aussi je trouve ça un petit peu dommage. Surtout que quand je commence à lire la description du mec, je vous avoue que moi je la lis en diagonale parce que je suis là, effectivement c'est toujours la même chose. Mais ça c'est vrai pour toutes les romances, c'est pas que... J'ai l'impression qu'on a surtout des personnes qui ne connaissent pas le genre de la romance et qui aiment pas la romance. C'est vrai, même un de ces livres sont toxiques pour la jeune génération. Moi je suis vieille, je m'en fous, mais honnêtement quelle vision ridicule du couple, de la sexualité. Je pense qu'elle est à Hazelwood qu'il faut arrêter la drogue. Ok, là je pense que la personne avait quelque chose contre Alice Hazelwood. Alors j'aimerais dire quelque chose. Ça m'amène à deux réflexions. La première réflexion, oui je suis d'accord avec elle que
il y a des, ce que moi j'appelle, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais des préjugés de genre des romances. C'est-à-dire que dans la romance on va présenter le même type de mec, le même type de femme, et que ensuite dans le couple on va avoir les mêmes scénarios, ce qui va faire que quand tu lis beaucoup de romances, t'as l'impression, et surtout quand t'es pas forcément confronté à des contre-exemples, on va dire, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même en livre, tu as l'impression que c'est la normalité. Et notamment pour des personnes qui sont jeunes, s'il y a des trucs qui peuvent être problématiques dans les romances, et il y en a, bah t'as l'impression que c'est vrai parce que voilà, c'est répété à chaque romance. Exemple, le fait que le mec soit hyper musclé, dans toutes les romances, tu peux partir du principe que c'est ce qu'il faut dans ton couple, que le mec soit hyper musclé pour sortir avec lui. Voilà, exemple un peu con, mais moi là-dessus je suis un petit peu d'accord, le fait que si tu multiplies les préjugés de genre, tu risques d'y croire en fait à ces préjugés, et je pense que c'est vrai cette partie-là. Après, pour le livre d'Ali Hazelwood, par exemple, pour vous prendre... alors, dans Love and the Brain, c'est peut-être moins vrai, mais dans Love Hypothesis, j'étais hyper impressionnée de la scène olé olé qu'on avait, parce que c'était la première que je lisais, et quand j'ai lu Love Hypothesis, j'avais pas lu autant de romances qu'aujourd'hui, parce que voilà, je lis beaucoup de romances depuis 2-3 ans, mais quand j'ai lu Love Hypothesis, j'en avais pas lu autant, mais j'en avais lu. Et c'était la première scène que je lisais, et une amie à moi est d'accord avec ce fait. Je lui ai prêté, elle a lu, elle a aimé, et elle a relevé ça avant même que je lui en parle. On a une scène qui est bienveillante, avec du consentement, où on va parler du plaisir féminin, et ce qui est fou, parce que dans les romances, on n'a pas souvent ça. Et ça reprend un petit peu le livre Cucu dont je vous ai parlé, parce que je l'ai lu il y a pas très longtemps, qui parlait du fait que... dedans, c'est une fiction où on va retrouver un personnage féminin qui écrit de la romance, de la new adulte, et on va lui demander d'écrire de la dark romance. Et elle parle du fait que dans toutes les romances qu'elle a écrites, la maison d'édition lui demandait de ne pas parler du plaisir féminin parce que ça devait être normé, la scène olé olé. Et ça c'est fortement dommage parce que ces scènes, elles ont du sens parce qu'elles sont différentes. Si tu lis tout le temps la même scène, déjà c'est ennuyeux. Et puis elles ont du sens aussi parce que bah tu peux t'y raccrocher, tu peux comprendre, et puis peut-être même être éduqué. Donc je suis pas totalement d'accord avec ce qui est dit. Je suis pas totalement d'accord avec ce qui est dit de la critique de Ali Hazelwood vis-à-vis de justement ces scènes-là, ou alors l'éducation autour de ça. Et puis surtout, dans les livres d'Ali Hazelwood, il y a plein de situations féministes. On va parler d'une jeune fille qui va se faire harceler par quelqu'un de haut placé dans le tome Love Hypothesis. Dans Love and the Brain, toute une dimension, bah déjà la jeune fille elle écrit un blog sur Marie Curie, et c'est un blog qui dénonce en fait tous les biais sexistes que peuvent retrouver certaines scientifiques femmes dans le milieu des sciences. C'est vraiment intéressant parce que quand tu lis ce qui se passe, moi en étant dans un domaine scientifique, il y a certaines choses auxquelles je m'identifie, d'autres peut-être un peu moins, mais que t'as déjà entendu et que tu sais que ça existe. Et dans Bride, par contre, j'ai pas vraiment d'exemple, mais dans Check and Mate, vraiment, le livre parle de l'univers des échecs et de à quel point cet univers-là est très masculin et très sexiste, et que justement notre personnage féminin, plus elle va s'élever, plus elle va se prendre des remarques, plus elle va être confrontée à des témoignages de personnes qui voilà, ont arrêté parce que justement ce modèle-là ne leur convenait pas et se prendre des remarques sexistes était pas ouf, et qu'on les a pas assez encouragées ou mises en avant. Et voilà, donc moi je pense qu'en termes d'exemple et d'éducation, c'est pas les livres les plus négatifs qu'on ait en romance. En tout cas, il y en a tellement plus qui, selon moi, sont plus problématiques. Mais je pense que ce sont des personnes, pour les deux critiques, qui n'ont pas forcément lu beaucoup de romances. Mais après, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à le mettre en commentaire avec bienveillance. Je veux bien débattre de ces sujets. On va passer au syndrome du spaghetti. J'ai aussi sélectionné deux avis. On va commencer par le premier. Donc c'est un 0,5. Ça me fait très peur. Autant la Van the Bend, je veux bien. Les critiques, je les ai déjà plus ou moins entendues parce que pas tout le monde l'ont aimé. Mais le syndrome du spaghetti, je sais pas ce que ça va donner. J'ai bien aimé ce livre qui s'adresse peut-être plus aux adolescents. Sympathique histoire sur le thème du sport, du dépassement de soi et surtout de la maladie.
Alors je comprends pas comment on peut commencer un commentaire à 0,5 en disant j'ai bien aimé ce livre. Qu'est-ce que c'est quand tu n'aimes pas le livre? Il est question du syndrome de Marfan, maladie cardiaque transmise génétiquement. L'héroïne apprend une très mauvaise nouvelle qu'elle ne veut pas accepter, mais au final elle arrive à s'en sortir très bien. Point. D'accord. Du coup j'ai pas compris parce que elle a mis un commentaire hyper petit pour dire qu'elle aimait bien et elle a redécrit le livre, mais elle a pas dit ce qu'elle aimait pas, mais 0,5. Peut-être que la personne, en fait, elle a pas réussi à bien cliquer sur le truc et elle s'est pas rendue compte que... Bon bref, on va passer à un vrai avis négatif du coup. Ce roman n'est définitivement pas pour moi. Bon là on rentre quand même dans le vif du sujet. Même si sa lecture n'est pas déplaisante. Un peu comme ces téléfilms dont on sait au bout de 10 minutes, parfois moins, que les protagonistes, pourtant si différents, finiront de toute façon ensemble. Alors je tiens à préciser juste, effectivement dans le syndrome du spaghetti il y a une romance, mais ce n'est pas du tout l'histoire. Donc oui, potentiellement ils vont finir ensemble, mais je pense qu'il veut dire c'est surtout le fait que c'est très prévisible. Alors peut-être que je suis pas assez habituée aux livres ou de manière générale, mais moi j'avais pas trop prédit ce qui allait se passer, au contraire j'étais bien plongée dans l'histoire et j'ai assez souffert de pleurer, de rire, enfin bref. Et malgré cela on reste jusqu'à la fin, histoire de se dire qu'on avait raison parce que la flemme. Bah pareil, vous êtes un peu masochiste, quitte l'histoire si elle te plaît pas. J'ai donc lu l'histoire de Léa dont la vie tourne autour du basket. Plus d'une passion, son unique but dans la vie, son plan A, intégrer le championnat de basket américain. Mais la vie est cruelle, le rêve s'écroule, pas de plan B, puisque son avis a été tout tracé. Léa, qui toute sa jeune vie a été focus sur un seul but, devra s'en sortir, réintégrer l'équipe famille. Ce qui n'est pas évident lorsqu'on a joué perso. Ouais. Donc en fait, ce que je comprends de son avis négatif, c'est juste que c'était trop prévisible. Je vois pas en quoi c'est prévisible, vraiment. Parce que oui, c'est prévisible dans le sens où tu sais qu'il y a un truc qui va se passer, qui va faire que ses rêves vont être arrêtés. Mais sinon, le reste, sur ce qui se passe après, pas vraiment. Hein. Bon, du coup, ça va, je suis confortée parce que c'est des avis qui sont pas très explicatifs finalement sur ce qu'on n'a pas aimé. Donc, à part que c'est prévisible, mais il n'y a pas vraiment d'explication sur ce qu'il a réussi à comprendre. On passe à Fangirl. Donc, Fangirl, j'ai sélectionné un avis, une étoile. Ce roman, je l'ai commencé au début du confinement. Ah, ce qui est drôle, c'est que moi j'ai relu Fangirl aussi pendant le confinement. J'en ai lu 150 pages, je l'ai abandonné, puis plusieurs semaines plus tard, je l'ai repris. Ok. Le confinement a un impact sur mes lectures. C'est très compliqué pour moi de trouver des intrigues qui m'intéressent et encore plus de finir un livre. Donc là, elle part du principe qu'il y a eu une situation qui est le confinement qui a fait que elle a pas forcément elle n'a pas lu ce livre comme un contexte normal et je pense que ça c'est un truc qui compte et qu'on prend pas forcément assez en compte justement, c'est qu'il y a des livres qu'on aurait mieux aimé dans d'autres situations mais suite à notre situation personnelle, à l'environnement ou au moment où on lit fait qu'on l'aime moins. Moi j'ai déjà remarqué ça. Je n'ai jamais eu autant de livres en cours semi-abandonnés sur ma table de chevet, celui-ci n'a pas fait exception. On suit Cass et Vren, donc des sœurs jumelles qui entrent à l'université, bien que ces sœurs jumelles, elles ont des personnalités différentes. On suit plus particulièrement Cass, passionnée par l'univers de Carrion, qui écrit des fanfictions, se retrouve à l'université, et pour elle, c'est très compliqué, tout lui paraît hostile et insurmontable. Clairement, je n'ai pas aimé le personnage de Cass. Quoi? Mais Cass, c'est... Comment on peut ne pas aimer le personnage de Cass? Je pense comme beaucoup, l'entrée à l'université nous a perturbés, mais pour Cass, le simple fait d'aller manger à la cafétéria, parler avec ses camarades est d'un compliqué insupportable. Ah bah oui, bienvenue dans la vie d'introverti, moi ça m'est déjà arrivé, hein. L'anxiété de... puis alors la sociabilité et l'anxiété vis-à-vis du fait de communiquer avec les gens. Et bah tant mieux pour toi si tu ne comprends pas ça. J'avais envie de la secouer, de lui hurler dessus tellement elle m'agaçait. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour lire cette histoire, une histoire trop légère en cette période c'est compliqué. C'est ce que je vous disais, c'est que Fangirl c'est une histoire, je dirais pas légère, mais je dirais qui est cosy, tranquille. Donc si vous voulez de l'action, ne foncez pas sur Fangirl. Je dirais qu'à partir d'environ 270 pages, l'histoire m'a déjà plus intéressée, une histoire plus profonde, des personnages moins lisses. Je ne regrette pas de l'avoir fini, en revanche je vais très vite oublier cette lecture. Oui, je suis d'accord sur le fait que il faut s'accrocher si vous voulez une dimension plus triste de l'histoire. On va dire que le premier vraiment semestre, en fait le livre est séparé en deux parties, une partie sur le premier semestre et une partie sur le deuxième semestre. Et c'est vrai que le premier semestre
et bah on est sur une histoire tranquille où en fait Rainbow Rowell elle pose vraiment les bases de l'entrée à l'université pour Cass, surtout la pression que ça va être dessus. Et la deuxième partie on va dire que ça va être plus lié aux problèmes familiaux et à la petite romance qu'il y a à l'intérieur. Il y a une romance mais voilà, c'est pas... C'est là où je dis c'est ma romance préférée et en même temps c'est plus un contemporain qu'une romance parce que ce qui est important dans ce livre, il y a la romance qui a une place mais c'est surtout Cass et sa petite vie à l'université et sa vie avec sa famille. Et c'est vrai que elle va se retrouver à avoir plus de difficultés, il y a un passage plus sombre. Mais je pense que ce passage sombre, il fallait une intro avant pour comprendre un petit peu l'état d'esprit de Cass vis-à-vis de ça. Deuxième avis négatif sur Fangirl. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là on a aussi 1, donc c'est pas un 0,5, et c'est un petit avis. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire de ce livre malheureusement. Au début l'histoire a l'air originale et sympa, mais au niveau de l'écriture je n'ai pas accroché. Ça fait mal ça. Je trouve que Rainbow Rowell c'est une autrice de romance qui pour le coup a une écriture incroyable. On dit souvent que les romances sont mal écrites, déjà je suis pas d'accord. Déjà pour moi Alia Hazelwood c'est du bien écrit, donc voilà. Et pourtant je lis de la littérature classique, parce que certains vont me dire ouais mais tu lis que de la romance, donc forcément tu crois que tout est bien écrit et ce genre de choses. Non je lis du classique, mais pour moi Alia Hazelwood c'est déjà bien écrit. Mais alors Rainbow Rowell pour moi on est quand même au-dessus, on est sur du descriptif, ce que j'aime bien. Après chacun son truc, moi j'ai ma meilleure amie elle aime pas le descriptif par exemple. Elle a jamais réussi à lire Harry Potter parce que justement c'était trop descriptif pour elle. Et il y a d'autres livres qu'elle a lus qui sont aussi descriptifs comme La Passe Miroir qu'elle a beaucoup aimé parce qu'il y a un monde de fantasy derrière, parce que voilà je pense que dans le descriptif ça dépend ce que tu décris mais des fois tu peux un peu t'ennuyer sur ce qu'il y a décrit et tout. Et elle aime d'autres types de livres, elle a aussi d'autres avis donc je pense que le fait d'avoir un livre qui est bien écrit ça peut pas être quelque chose d'universel mais c'est vraiment propre à soi. Et pour moi Rainbow Rowell c'est vraiment bien écrit, surtout qu'elle arrive à nous faire deviner un petit peu la manière dont Cass réfléchit, et puis cet univers cosy, faut le construire. Pas tout le monde, je trouve, est capable d'écrire quelque chose de cosy, de tranquille, où tu prends le livre et tu te sens bien. Je n'ai pas accroché, je n'ai pas terminé le livre car je n'arrivais plus à le lire. Je le reprendrai peut-être une autre fois, mais là ça n'a pas fonctionné. Alors moi personnellement, quand je n'ai pas fini un livre, je ne me permets pas de le noter. Je mets abandonné, mais je le note pas. Là, elle l'a noté, mais voilà, après c'est son point de vue. On va finir avec le dernier livre qui est La nuit où les étoiles ne se sont pas éteintes. J'ai un peu peur aussi parce que c'est un livre, je le trouve pas parfait. Autant, vous voyez, le syndrome du spaghetti pour moi c'est le parfait. Autant les autres livres que je vous ai présentés, je pense qu'on peut trouver des trucs négatifs. Enfin, on peut trouver des trucs négatifs dans le syndrome du spaghetti, preuve, j'ai lu des commentaires négatifs. Mais dans le sens où je sais que ce sont pas des livres parfaits. Mais je trouve que la manière dont l'histoire est faite et à quel point elle te touche gomme tout ce qui est négatif. Donc mettre ça en lumière, ça peut créer des petits problèmes. Alors, c'est parti. Donc là, on a un 0,5. C'est le seul avis à moins de 2 étoiles que j'ai lu. Je ressors de cette lecture mitigée. Bon, déjà, il est mitigé à 0,5. Encore une fois, quand il aime pas la lecture, j'ai un petit peu peur de comment il note. Finn a subi des traumatismes et n'arrive pas à s'en sortir. Alors pour vous situer, oui, La nuit où les étoiles se sont éteintes, on est ici sur un livre qui va reprendre l'histoire de Finn, donc c'est une romance au lycée, donc c'est du young adult, dans lequel on a Finn qui, sa mère a été emprisonnée, on comprend, et il fait un petit peu n'importe quoi, il va être transféré dans un autre lycée, et dans ce lycée il va faire la rencontre d'une bande d'amis, et dont un notamment, plus particulièrement, qui s'appelle Nate, où il va y avoir un petit rapprochement, ça prend un peu du temps, c'est tranquille, c'est un slow burn mais où il y a tellement plus d'histoire que juste la romance et on va évoquer notamment, c'est assez sombre comme le suggère le titre et la couverture et on va être là dans une histoire où notamment on comprend petit à petit que Finn il a subi des traumatismes et qu'il a du mal à s'en sortir et que c'est pas le seul de la bande à avoir subi des traumatismes. Se détruit en buvant, se droguant, en se battant principalement. D'un côté, j'ai bien aimé les retours en arrière qui nous permettaient d'être spectateurs de l'évolution de sa santé mentale et de son comportement à l'égard des personnes qui l'entourent de lui-même. D'un autre côté, je n'ai pas du tout apprécié le personnage de Kenna, que j'ai trouvé harceleuse au plus haut point et à qui sa vie ne se résume qu'au sexe. Alors, deux choses. Premièrement, je suis d'accord sur le fait que le personnage de Kenna, il est assez harceleur. C'est-à-dire que elle va du début jusqu'à la fin. En fait, c'est un peu elle qui mène le groupe d'amis. On a 4 personnes. On a Kenna, Finn, Nate et je ne sais plus comment il s'appelle. Il l'appelle Jagger. Et Kenna, en fait, c'est la seule fille du groupe et c'est celle qui, on comprend, mène un peu le groupe.
qui va donner les idées de quoi faire. Et des fois, c'est vrai qu'elle est en mode bon bah ce soir on va se réunir parce qu'ils ont une petite planque dans laquelle ils se réunissent. On va se réunir et voilà, et je vous donne pas tellement le choix. Et jusqu'à ce qu'ils disent oui, elle continue à leur dire ah si, allez s'il vous plaît on y va et tout. Donc oui, je suis d'accord et j'avais eu cette impression en lisant le livre qu'elle était un peu harceleuse. Mais il y a un seul point où j'aime bien Kenna, c'est que c'est la seule qui va réussir à tenir tête à Finn. Finn qui en fait qu'à sa tête, qui est vraiment insupportable. Et elle va lui dire là mon coco, si tu veux t'en sortir, il faut que tu fasses quelque chose. Elle le dit pas comme ça, mais en fait elle va le pousser à faire des choses qui vont finalement arranger les choses. Donc c'est le seul point positif on va dire de ce caractère de Kenna, parce que sinon effectivement on peut le dire, elle a un caractère qui est fortement problématique. Le deuxième truc c'est le fait que, comme il l'a dit gentiment, elle ait beaucoup de conquêtes, oui effectivement, et moi j'ai trouvé que ça faisait du bien. Parce que enfin on était dans un groupe d'amis où la personne qui a le plus de conquêtes c'est une femme. Et justement les gars du groupe posent un regard là-dessus, comme si ça avait été un mec ils auraient posé un regard dessus, mais sans juger. Et ça j'ai trouvé que c'était un truc bien parce que voilà, elle est au lycée, si ça avait été un personnage masculin ça nous aurait peut-être moins choqué. Moi ça m'a pas choqué et j'ai trouvé ça vraiment bien que ce soit tourné comme ça. Même si effectivement dans son cas c'est une situation qui est pas forcément saine parce que c'est un truc qu'elle utilise un peu pour s'autodétruire et on le comprend aussi, et je crois qu'elle va aussi avoir un livre pour elle, donc ça peut être vachement intéressant. Mais bon, lui il le voit du coup du mauvais côté. Le livre laisse d'ailleurs énormément de place à ce sujet, voire trop selon moi. Alors oui, il laisse beaucoup de place à ce sujet parce que on a un autre personnage du groupe qui est moins à l'aise avec ces sujets, enfin plusieurs personnages dans le groupe qui sont moins à l'aise avec ce sujet. Le fait de pointer que Kenna en parle tout le temps, ça permet de faire en sorte que on voit que les autres personnages sont moins à l'aise et de porter le regard sur ce que eux pensent de ça, et notamment il y a un personnage qui comprend pas pourquoi lui, ces sujets-là l'intéressent pas, et donc ça permet de poser d'autres questions et qui sont super intéressantes. Donc pour moi, oui, ça apporte un regard beaucoup important, mais il y a un but derrière, je pense, des autrices. De plus, le début de chacun des chapitres comporte une étoile. Si elle est noire, le lecteur doit s'attendre à des scènes violentes. L'idée est très bien, même si certains chapitres n'en méritaient pas spécialement, contrairement à d'autres qui auraient dû l'être. Ça, je pense, c'est vraiment... De un, je pense que si les autrices ont fait ça, c'est une question d'être le plus respectueux possible vis-à-vis du lecteur. Moi, c'est un truc que je trouve bien, même si visiblement il y a des études qui montrent que le fait de prévenir avant aggrave finalement le trigger pour la personne qui le lit. Donc après l'efficacité, voilà, je vais pas en discuter ici, mais ce que je sais c'est que moi je trouve ça très respectueux, et même moi je sais que quand il y a des livres qui vont être sombres, je regarde et je suis attentive à ça pour être sûre que justement vis-à-vis de ma sensibilité ça va passer ou pas passer, et je pense que ça c'est vraiment la sensibilité de chaque lecteur. Peut-être que toi tu n'as pas trouvé parce que justement tu n'es pas trigger par ce genre de choses, mais peut-être que d'autres personnes qui liront ce livre trouvent que cette scène est plutôt sombre. Et puis aussi, je ne sais pas quel âge tu as, mais ce livre est pour les adolescents, donc peut-être des personnes qui ont une sensibilité à ces choses qu'ils n'ont jamais vues, que toi peut-être tu as déjà vu ou que tu as déjà été sensibilisé vis-à-vis de ça. Eux peut-être pas, et voilà, on parle de jeunes adultes qui c'est peut-être le premier livre sombre qu'ils lisent, et ces scènes vont plus les heurter. Donc voilà. Pour finir, j'ai trouvé le sujet intéressant, mais même si nous évoluons dans le récit à travers Finn, j'ai trouvé que fumer de la weed et boire pour aller mieux était un peu mis en avant, même si cela était la solution pour résoudre tous nos problèmes. Alors oui, effectivement, moi-même j'avais été choquée du fait qu'il buvait un petit peu trop et il consomme de la drogue. Mais pour moi c'est quand même quelque chose qui est dénoncé, dans le sens où justement il y a une scène, qui est la première scène un petit peu de rapprochement entre Nate et Finn, où Nate va lui demander pourquoi il fait tout ça, et va remettre un petit peu en question cette attitude de vie qui est vraiment propre à Finn, pas au reste du groupe. Où ok ils boivent mais comme des jeunes adultes, malheureusement c'est un sujet qu'il faut évoquer. Peut-être que c'est pas assez dénoncé, ça je suis plutôt d'accord, il aurait fallu peut-être montrer les aspects horribles que ces substances font au corps et font aux jeunes adultes, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui pour moi est normalisé. C'est un sujet qui montre que oui, il y a des jeunes qui ont cette attitude de vie, notamment quand ça va mal dans leur vie, comme Finn, mais que c'est un truc notamment auquel il va être plus
raisonnable par la suite à partir du moment où il va se rapprocher du groupe. Donc pour moi c'est quand même dénoncé par ce biais, même si c'est pas forcément assez mis en avant. Ça on peut en discuter. Voilà, je vais m'arrêter ici, je sais pas si ça aurait été un franc succès, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce format, je le referai, sinon voilà, ça aurait été une petite vidéo comme ça. J'ai apprécié le faire en vrai, j'aime bien débattre finalement de ces sujets quand c'est dans la bienveillance et le fait, voilà, je trouve que tous ces avis, et c'est ce que j'aime aussi sur Babelio, même si c'est des avis qui sont parfois durs et très négatifs, c'est des manières de présenter, déjà il y a de l'argument pour la plupart, il y en a qui se sont arrêtés au milieu, mais il y a de l'argument pour la plupart, et on reste dans la bienveillance de l'autrice, des autres lecteurs qui ont lu et qui ont potentiellement aimé. Voilà, il y a des livres qu'on n'aimera pas et que d'autres aimeront, et il faut respecter ça je pense. Même si pour vous c'est très bizarre d'aimer ce livre, voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Waouh, je suis encore un peu dans la lumière. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, notamment si vous avez lu ces livres, que vous êtes plutôt d'accord avec moi ou vous êtes plutôt d'accord avec les avis négatifs, ou que vous avez d'autres avis négatifs qui n'ont pas été pris en compte ou mis en avant dans cette vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait trop du bien pour faire grandir la chaîne et tout et tout. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, puisqu'on se retrouve tous les samedis matin, à peu près entre 9h et 9h30, pour une nouvelle vidéo. Salut!